Il utilise son droit comme une arme dans la main d'un shérif pour traquer des fauteurs de troubles et toutes les personnes qui tentent de violer la loi. Depuis un temps, il est pratiquement devenu le cauchemar de la famille Tshisekedi qu'il tente absolument à traîner devant la justice ici, dans une affaire rocambolesque des mines en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Information. Ce soir, je vous amène dans le profondeur du Katanga où des dossiers scandaleux sur les détournements, la corruption, les blanchiments d'argent touchent la famille Tshisekedi et un homme en a fait son cheval de bataille pour tenter d'amener tout ce monde devant la justice. On parlera également de la situation dans l'Est de la République avec ce qu'il faut désormais commencer à appeler ou ce qui s'apparente à un génocide qui se prépare contre la communauté des Banyamulenge et dont il a également fait son cheval de bataille. Des questions importantes d'actualité politique en République démocratique du Congo seront également évoquées. J'ai donc l'honneur et le plaisir de recevoir ce soir pour vous Maître Bernard Menguin. Maître, bonsoir. Bonsoir. C'est un honneur et un grand plaisir pour moi de vous avoir sur ce plateau. Surtout, je vous remercie de votre accueil. Allez, bienvenue. Ça me touche vraiment et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Sentez-vous chez vous et revenez quand vous voulez. Vous êtes avocat au barreau de Bruxelles, un vrai doyen, comme on appelle chez nous un caïman, depuis 1978. Vous portez donc la toge noire. Mais vous avez un amour particulier pour le Congo et pour la région des Grands Lacs que vous avez visité plusieurs fois. En préparant cette émission, je vous ai vu quelque part dire que vous avez eu la chance de rencontrer aux années 80 un Hutu qui vous a donné goût de cette région-là. Racontez-nous un peu l'histoire. D'où vous est venu l'amour pour le Congo et pour la région des Grands Lacs? Alors, c'est une histoire... C'est un grand cadeau de la vie. C'est un vrai grand cadeau de la vie. En fait, moi, je n'ai pas de famille qui était en Afrique. Je ne connaissais pas l'Afrique. J'étais un jeune avocat d'une trentaine d'années. Et j'avais des clients fripiers qui devaient vendre leurs filiales au Burundi et au Rwanda. Et ces clients étaient un petit peu angoissés et me disaient on n'a pas envie d'y aller. Et moi, j'étais jeune et j'ai dit je m'y rends, pourquoi pas. Et donc, je suis parti là-bas et j'ai été voir mes anciens professeurs, les jésuites, et je leur ai demandé s'ils avaient des références de quelqu'un qui pouvait m'aider. Et ils m'ont remis un petit mot, je m'en souviendrai toujours, c'est un prêtre, le Père Seigneur, il a mis un petit mot à l'attention d'un monsieur qui s'appelait Jean Birara. Jean, je te confie Bernard, c'est un ancien, c'est un bon élève comme toi. Et je suis parti... En deux mots comme ça. Oui. Et je suis parti avec mon petit mot. Un petit parchemin que vous avez donné à Jean Birara. Et j'ai été le lui remettre. Où à Bujumbura exactement? À Kigali. À Kigali au Rwanda, oui. Et alors... Là, on est aux années 80, vous parlez des années 80? Fin des années 80. Exact. Et alors, à ce moment-là, Jean avait eu une carrière assez remarquable. Il a été gouverneur de la Banque centrale du Rwanda dans toute la période... pratiquement jusqu'en 85. Et en fait, il a quitté ses fonctions parce qu'il était en opposition avec ce qu'on a appelé la CASU, donc le groupe proche de la présidence. De M. Abiyarimana à l'époque. Voilà. Mais il avait eu des fonctions très importantes. Il avait été administrateur à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international. Et en fait, on s'est rencontrés. Il aimait beaucoup la musique classique, on a écouté de la musique classique ensemble. Il m'a conduit au bord du lac Kivu, regarder le lac. Et là, j'ai été ébloui parce que je me suis dit, mais c'est incroyable, ici c'est le paradis sur Terre, je ne connaissais rien de tout cela. Et ce qui a été incroyable dans le parcours de cet homme, c'est qu'au fond, c'est le fils d'un chef Hutu de la région des Bagoé. Et en fait, il avait une relation tout à fait privilégiée avec le dernier Mwami. Et j'ai découvert avec le temps que toute sa mission, qu'il se considérait comme sa mission de vie, c'était éviter le divisionnisme, éviter cette rupture entre Hutu et Tutsi. Donc c'est lui qui vous met un peu les pieds dans l'étrier dans cette région-là. C'est lui qui vous amène à aimer la région des Grands Lacs. C'est lui qui vous fait découvrir. Et ça va plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Vous devez savoir que depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui encore, je ne rate pas une occasion de lui rendre visite.
et qu'à chaque visite, il m'apprend quelque chose de plus sur la culture de la région. Je suis quelqu'un qui a reçu une éducation de la culture africaine. Et j'ai pris ça comme un don qui m'a été fait et comme un bien précieux que je dois essayer de conserver et que je dois essayer d'utiliser dans l'intérêt des valeurs profondes de l'Afrique. C'est donc une très très belle histoire, même si après vos détracteurs à un moment donné ont utilisé ça. Vous avez rencontré un Hutu, mais on vous sent beaucoup plus proche des Tutsis aujourd'hui. Ils ont dit, mais gars, attention, son père dans la région était un Hutu, mais lui il s'est vendu aux Tutsis dans un contexte des conflits et des ethnies. Je pense qu'ils me connaissent mal. Allez, bienvenue donc à vous. Et dès là, l'amour pour cette région a commencé. Mais le Congo, vous les visitez comment Ah ben écoutez, moi je suis arrivé au Congo avec l'arrivée de Joseph Kabila. 2001. Voilà, à peu près. C'est à peu près à ce moment-là, j'avais un dossier pour des clients qui me proposaient d'aller à Kinshasa. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai fait la connaissance d'un avocat qui m'a pris en amitié et avec qui j'ai eu une très bonne relation, que vous connaissez peut-être de nom, qui s'appelait Maître Placide Yoko Yakembe. Ah, Yoko Yakembe, Maître Yoko Yakembe, c'est un célèbre. Il était originaire de Bujimaï, ouais. Il était Songé. Okay. J'ai eu droit à une initiation chez les Songé dans Matongé. Okay. Voilà, c'était l'autre pan de mon histoire. Et j'ai eu beaucoup d'amis aussi du côté quinois. Et donc, je suis quelqu'un qui a, comment dirais-je, qui a vécu, tout va bien quand ça va bien entre l'Est et l'Ouest, et ça va moins bien, mais je suis toujours fidèle à moi-même, et je suis toujours qui je suis. On parlera de tout ça, parce qu'à un moment donné, il faut quand même dire que ces deux pays-là vivent aujourd'hui un déchirement. Un moment hyper difficile. Un moment difficile pour celui qui a un pied à Kinshasa et un autre pied à Kigali. Ça doit être très très compliqué à vivre. Mais au Congo, on vous présente comme un avocat des opposants, très très proche de Moïse Katumbi, dit-on. Est-ce que vous avez ces côtés d'attache aux opposants congolais, ou c'est seulement le hasard de l'histoire qui fait que généralement vous vous retrouvez dans les rangs des opposants du pouvoir? Alors, écoutez, ceux qui me connaissent savent que fondamentalement je suis avocat. Donc, arrêtons de fantasmer. Le vrai enjeu de Bernard Maingain, c'est de faire du droit et d'appliquer la loi. Là, la question, c'est que, je dis toujours en riant, mes amis m'ont pris à chaque fois dans les dossiers compliqués pour eux. Donc, je prends l'exemple, j'ai défendu une famille dans un dossier très délicat qui s'appelait l'affaire Kassim-Malan au Burundi, où je me suis retrouvé félicité après mon intervention et ma plaidoirie, figurez-vous, par le CNDD-FDD. On parlerait de ça, parce que vous êtes un homme à abattre pour les CNDD-FDD. Voilà. On vous a même porté plainte par les présidents Kourouziza, on va en parler au cours de cette émission. Pour vous donner un exemple de à quel point... l'ironie de l'histoire. Voilà, on peut être l'ami des uns et l'ennemi des autres en fonction du travail qu'on fait. J'ai défendu beaucoup de gens à la demande de mes amis avocats au Burundi. Donc, quand les avocats avaient des difficultés et qu'ils avaient peur d'avoir des répressions contre eux, ils sont venus me voir. Donc, vous n'êtes pas proche de l'opposition comme on vous présente là, que bon, Maingain, c'est un avocat des opposants, un avocat... Je suis un avocat de la loi. D'accord. Et je suis désolé, mais si quelqu'un... et j'ai deux critères assez forts et assez simples. Le premier, c'est faire valoir des arguments de droit, même dans des dossiers difficiles. J'ai eu beaucoup de dossiers difficiles, j'étais souvent menacé. Ça ne m'a jamais empêché de continuer mon métier et je le fais en mon âme et conscience. Et deuxième critère, et qui est vrai aussi, c'est le conflit d'intérêts. Je ne peux pas à la fois porter... Quand j'étais consulté, par exemple, par ces organisations syndicales du Katanga, je ne peux pas après leur dire « Ah ben vous savez, je suis invité à Kinshasa
et je vais défendre la famille Tshisekedi. Je ne sais pas le faire. Déontologiquement, c'est infaisable. C'est pas possible. Et je le précise, cette famille a droit à une défense, a pris des avocats, et c'est la règle de droit qui doit prévaloir, c'est-à-dire des enquêtes honnêtes, loyales, justes. Attends, est-ce qu'on sait y arriver? Ça, c'est un autre débat. Parlons justement de cette affaire, parce qu'au Congo, aujourd'hui, quand on évoque Bernard Menguin, c'est tout de suite le Katanga. C'est tout de suite le Katanga, c'est cette affaire de minier du Katanga, où vous avez décidé ici de porter les dossiers des syndicalistes katangais. Vous avez décidé donc de porter plainte ici contre certains membres de la famille Tshisekedi. Dites-nous un peu, c'est quoi ces dossiers? Qu'en est-il exactement, en gros, pour le Congolais ou pour les téléspectateurs qui vous regardent de cette affaire? Eh bien, donc, l'histoire est de nouveau intéressante, comme ces nombreuses histoires dans lesquelles vous m'avez, vous, Africains, un peu pris en otage. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, je suis contacté par une ou deux personnes au Katanga qui me disent on voudrait vous voir, on voit tout ce que vous faites, puisque j'étais déjà impliqué pour les Banyamulenge, pour les EMA, etc. Et on voudrait vous révéler des choses vraiment importantes sur ce qui se passe au Katanga. Pour la petite histoire, j'ai été dans un pays d'Afrique, où j'ai donné rendez-vous secrètement à ces gens-là qui avaient peur, d'ailleurs, pour leur sécurité. Et au fond, qu'est-ce qu'ils viennent? Ils viennent me raconter qu'ils ont constaté, avec tous les membres de la société civile katangaise, qu'il y a un certain nombre d'opérations de corruption qui se déroulent dans le Katanga sur un certain nombre d'actifs miniers. Il y a notamment ces fameux terris que l'on détourne de leur destination. Il y a de l'argent qui est pris sur les transports. La frontière à Kasumbalesa n'est pas gérée convenablement. Donc je reçois toute une série de récits. Je suis prudent. Je dis, écoutez, donnez-moi un temps de réflexion. Je vais continuer à penser à tout ça, à mûrir. Envoyez-moi déjà tout ce que vous avez. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait une grosse documentation qui concernait ces éléments de fait. Là-dessus, j'ai organisé une deuxième réunion de travail pendant 3 jours dans une autre ville en Afrique. Et là, ils sont venus, et vraiment des responsables syndicaux importants, les responsables des jeunes katangais, un responsable des associations de coopérateurs, et ils ont commencé à tout me décrire. Et comme je suis un homme très prudent, je leur ai dit, est-ce que je peux tout filmer? Et donc nous avons passé 3 jours à filmer tous leurs récits, avec des détails tout à fait probants, qui indiquent qu'il y a des indices sérieux, des culpabilités, voilà, des indices sérieux, des corruptions, des blanchiments, voilà, d'argent, des détournements. Alors à partir de là, j'ai commencé à réfléchir, parce qu'évidemment vous êtes toujours confronté à un problème, et je le dis pas avec plaisir, mais plutôt avec tristesse, c'est que si vous aviez un pouvoir judiciaire très fort au Congo, un pouvoir judiciaire digne de ce nom, mais peut-être que ce pouvoir judiciaire constituerait un contre-pouvoir par rapport aux dérives de certains hommes. Non, mais c'est ça justement la question. Les gens disent, mais s'ils étaient sérieux, pourquoi ils n'ont pas saisi la justice congolaise? Parce qu'en réalité, là, ça paraît comme un néocolonialisme. Ils vont aller chercher un Mundele, comme on vous appelle chez nous au Congo, oui, peut-être par complexe, ou peut-être par je ne sais pas quoi. Il y a une justice au Congo. Pourquoi n'ont-ils pas saisi les institutions judiciaires au Congo? Deux observations, puisque vous les amenez. D'abord, je pense que si j'ai pris en charge beaucoup de choses, c'est pas prendre le Mundele qui porte le combat. Je n'ai jamais qu'été, je dirais, le blindage qu'on utilise pour porter le combat de militants africains. Toute ma vie, c'est ça mon histoire.
En fait, moi, par exemple, pour vous dire, je n'ai pratiquement jamais, je n'ai aucun pouvoir public européen qui m'a financé dans mes activités. Je ne suis pas, je n'ai pas une fonction de gourou. Ça a toujours été des frères et des sœurs africains qui ont fait un combat et qui, à un moment donné, se disent, dans tel dossier, pour aller plaider telle chose, on préfère que tu sois là parce que nous, on est en danger et tu peux porter des choses. Et okay. C'est exactement, c'est pas plus, pas moins. Ici, je ne pense pas être seul, et c'est même pas moi qui porte le jugement, c'est mes amis africains qui le portent pour dire il y a un vrai problème de justice et de corruption de la justice en RDC. C'est un problème de crédibilité et de sérieux de la justice, c'est comme voilà. Ça. Et donc ce problème-là, alors que je précise aussi, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours fort frappé, et encore maintenant je suis sur un dossier qui va sans doute arriver un jour à maturité, je suis frappé par la grande qualité du travail des juristes congolais. Très grande qualité. Donc ne pensez pas qu'on... Oui, et ne pensez pas un quart d'instant que moi, je suis là pour dire comment il faut faire. C'est pas vrai du tout. Les gens avec qui je travaille ont une compétence exceptionnelle. La seule différence entre eux et moi, humblement, c'est que je suis un tout petit peu plus à l'aise dans ma capacité de protection et dans mon système. Enfin, ils utilisent une peau blanche pour défendre quelque chose, pas plus, pas moins. D'accord. Bon, maître... je vous ai suivi, j'ai essayé de lire un peu ces dossiers. Vous parlez quand même des griefs très très graves, hein, blanchiment d'argent, détournement, corruption, etc. Et vous épinglez certains membres, c'est d'ailleurs là que l'affaire devient intéressante, de la famille présidentielle, qui sont visés par vos plaintes. Je sais que vous allez me dire qu'au nom du secret de l'instruction, vous n'allez pas me dévoiler les noms, non. Mais on parle de Denise Nyakeru, l'épouse du président Tshisekedi, on parle de son frère Christian Tshisekedi, on parle de son frère Jacques Tshisekedi, on parle même du fils Anthony Tshisekedi que vous avez mis dans votre plainte. Est-ce que je suis sur la bonne piste en citant les personnes qui sont épinglées dans votre plainte? Quel est le critère de compétence internationale des autorités de poursuite belges dans les dossiers de corruption? C'est qu'en matière de corruption, en Belgique, une personne de nationalité belge, quel que soit le pays dans le monde où elle est entraînée dans un pacte de corruption, peut être poursuivie en Belgique. Ce que j'ai constaté en discutant avec mes amis syndicalistes, c'est qu'il y avait une série de personnes qui sont à des niveaux de responsabilité importants, qui étaient visées par leur discours, par leurs propos, et qui aujourd'hui bénéficient de la présomption d'innocence. Mais ces personnes-là portaient historiquement la nationalité belge et peut-être l'ont toujours. Donc, est-ce que Mme Nyakeru est parmi ces personnes-là? Mais elle est citée effectivement par les personnes initiées. Non, je parle de votre plainte. Est-ce qu'elle je dis bien les personnes initiées de ma plainte, donc les personnes qui connaissent le contenu de la plainte, puisque évidemment, vous avez un certain nombre de personnes au Congo qui ont participé à la rédaction de la plainte, qui l'ont signée, qui l'ont portée entre les mains des autorités en Belgique. Ces personnes-là connaissent le contenu. Donc, clairement, excusez-moi d'insister là-dessus, donc dites-moi si je suis, même si, comme j'ai dit, vous allez évoquer les secrets de l'instruction qui est encore en phase préjuridictionnelle. Donc, Mme Denise Nyakeru, M. Jacques Tshisekedi, M. Christian Tshisekedi, M. Anthony Tshisekedi, qui sont le membre du précaré personnel de la famille intime de Tshisekedi, sont donc dans cette plainte. Alors, je précise aussi que nous avons dénoncé des faits aux autorités du parquet. Nous n'avons pas dit dans le document que nous avons soumis aux autorités du parquet que les personnes que nous citions étaient coupables. Nous avons dit dans le document que nous avons remis au parquet qu'il y avait matière à se poser des questions. Et ces personnes-là sont parmi les noms que j'ai cités?
Je pense que selon les informations qui me sont revenues de l'extérieur, on est plutôt dans une direction que vous indiquez et qui ne me paraît pas incorrecte. Qu'est-ce que vous leur reprochez concrètement, maître? Ils ont mis en place un réseau mafieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont piller dans les mines des gens, ils arrachent les mines des gens. Quels sont les éléments importants sur lesquels vous vous fondez pour mener cette action en justice? Eh bien, je vais vous donner beaucoup d'exemples. Par exemple, on a changé les associations de coopérateurs, on a mis à la tête des associations de coopérateurs des personnes qui sont proches du régime. On a mis en place des mécanismes de rétrocommission avec l'aide de sociétés chinoises qui sont identifiées ou de groupes libanais qui sont identifiés. On a, par exemple, lorsque les creuseurs ramènent des produits d'activité minière, certains de ces commerçants chinois sous-évaluent la valeur de la production, mais ça fait l'objet de commissions ultérieures. Il y a des camions qui partent. Il y a eu des cessions de ces fameux terrils qui sont partis à des exploitants qui ne sont plus les concessionnaires officiels. Donc, vous avez un mécanisme impressionnant de dérèglement de l'activité au Katanga. Et moi, je voudrais attirer votre attention sur une chose fondamentale. Au fond, la vraie question qui se pose dans une situation comme celle-là, c'est la comparaison entre des processus d'enrichissement privatif qui sautent aux yeux. Je suis sûr que demain, il y aura un état de droit complet, une liberté d'enquête des équipes d'enquête et qu'on pourrait avancer dans les dossiers. J'aurai des centaines de témoins de faits susceptibles de venir alimenter le dossier et de lui donner toute sa consistance. Mais l'enjeu réel, c'est l'immense distance entre l'enrichissement de quelques-uns et la pauvreté absolue de groupes entiers de population. Pourquoi est-ce que j'ai pris en charge le dossier et que je suis fier de le prendre en charge? Je suis fier de le prendre en charge parce que je suis très attaché à la question sociale. Depuis toujours, je viens d'un milieu qui était très engagé socialement. Mes grands-parents, mes parents, moi-même, nous avons toujours été dans la problématique du partage honnête des richesses. Et je trouve, et ce qui m'a frappé, c'est que c'est les travailleurs katangais qui viennent frapper à votre porte et qui viennent vous dire « Monsieur l'avocat, on n'a pas énormément de moyens, mais nous, on est en train de reculer tous les jours sur tout ce qui était le bien-être social dans lequel on espérait faire progresser la province du Katanga. » Ça, c'est la vérité. Et je dirais, le vrai moteur de mon engagement pour défendre ces hommes et ces femmes, c'est celui-là. C'est que, franchement, je mets au défi n'importe quel homme politique, européen ou américain, de venir au Katanga et de s'attacher à la question sociale. J'ai dit dans une autre interview, et je le maintiens, normalement, aujourd'hui, Lubumbashi, Kolwezi, les villes avoisinantes, ça devrait être l'équivalent de Doha. Ça devrait être l'équivalent de Dubaï. Toutes les richesses du monde sont là. Et rien n'est partagé. Mon indignation est d'abord celle-là. Et derrière ça, la question c'est pourquoi rien n'est partagé? Pourquoi tant de richesses sont produites? Vous savez, ces délégués syndicaux m'ont montré les graphiques de production. Est-ce que vous avez une idée en termes des chiffres, de l'argent que... Écoutez, on est en termes de milliards, on est en termes de millions. On est en termes de milliards. Des milliards que les réseaux que vous accusez ont détournés. De milliards
qui sont concernés par cette affaire. Donc, dans l'affaire que vous apportez devant la justice, où vous citez la famille de Tshisekedi, Niakeru, Oui. Jacques Tshisekedi, Christian Tshisekedi, ne Anthony, me- on parle des milliards de dollars. Ne me demandez pas, parce que vous êtes un très bon intervieweur, ne me demandez pas d'accuser qui que ce soit. Ce que je constate, c'est que mes mandants évoquent des noms que nous avons évoqués et que nous avons confiés aux autorités de justice en Belgique, qu'ils me donnent des détails sur des détournements de production portant sur des chiffres considérables. En termes de milliards, vous parlez des milliards. Mais ça, Que ces réseaux détournent, que ces réseaux... Ce sont des milliards qui sont perdus pour la population. Voilà. Alors, je pense que, voyez-vous, nous les avocats, nous devons avoir un devoir de réserve. C'est parce que nous sommes avocats que nous portons ce devoir de réserve pour éviter, je dirais, d'ensanglanter le débat judiciaire. Mon désir, ma demande, c'est que si effectivement il y a des gens qui s'enrichissent et qui blanchissent l'argent détourné et qu'il y a matière à poursuite en Belgique, que des poursuites aient lieu. Parlons justement des poursuites. Est-ce que la plainte a été jugée recevable? À un moment donné, j'ai appris que la procureure du roi était même descendue à Kinshasa. Est-ce que les accusés ont déjà été entendus? Où en sommes-nous en termes de droit par rapport à ces dossiers? Alors écoutez, je vais vous dire deux messages. Le premier, nous avons, les plaignants ont été longuement entendus. Les procès-verbaux ont été établis Par la justice? par le bureau du procureur et, parce que vous savez que chez nous, nous avons le stade de l'information et le stade de l'instruction. Donc, au niveau du bureau du procureur, il y a un pouvoir d'information qui a été mené très activement. Très activement. Ce que nous avons amené à la justice belge est pris très au sérieux. Je n'ai rien, aucun indice qui me permet de croire qu'au niveau de, je parle bien de la justice belge, on ne le prenne pas au sérieux. Ce qui ne veut pas dire que les hommes politiques n'auraient pas préféré que cette plainte ne soit pas déposée. Mais ça, c'est un autre débat. Moi, je ne fais que du droit et je me contente dans mon champ. Je suis lié radicalement par le secret de l'information et je m'y tiens. Pourquoi? Je m'y tiens pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas envie de perturber le travail des enquêteurs. Je n'ai pas envie que ma parole, qui est une parole qui pourrait à un moment donné, je dirais, je pourrais me complaire pour annoncer des choses, et je suis capable d'en annoncer. Mais si je le fais, je me mets en valeur, mais j'abîme l'enquête. Donc vous ne nous direz pas si les accusés qui, jusqu'à là, bénéficient encore de la présomption d'innocence ont été entendus. Ça, vous savez, mais vous ne les direz pas. Et je ne vais même plus loin, je ne vous dirai pas le contenu du travail d'enquête qui est fait, parce que qu'est-ce que c'est qu'un travail d'enquête dans des opérations comme celle-là? Ça passe évidemment par des analyses approfondies sur, par exemple, des circuits bancaires, sur, par exemple, des opérations qui se font, que ce soit au Congo ou en Belgique, à travers des circuits de financement. N'oubliez pas que la caractéristique d'un certain nombre de personnes, et pas seulement les personnes que vous avez citées, d'autres personnes également, sont binationales, ont la nationalité belge et la nationalité congolaise. Et vous avez la même chose pour certains Congolais qui ont la nationalité française. Rappelez-vous l'affaire de Monaco. Vous avez la même chose pour un certain nombre de personnes qui auraient la nationalité anglaise, américaine ou allemande. Et donc,
toutes ces personnes qui bénéficient de cette binationalité doivent se poser la question, est-ce que, à l'occasion de mes activités en RDC, j'ai été impliqué dans des opérations de corruption, dans des opérations de détournement, et que cela m'a permis de m'enrichir. Dans l'hypothèse où c'est le cas, elles doivent se dire que le processus que nous avons initié risque un jour de s'étendre. Et ça, je suis convaincu que oui. Allez, on va peut-être boucler ces dossiers-là. Mais pour la question des sécurités, et pour vos clients qui sont au Congo, je pense notamment au plus célèbre de ces clients, M. Jean-Pierre Moteba, et pour vous-même, est-ce qu'il n'y a pas des menaces, est-ce qu'il n'y a pas des dangers? Est-ce que vous avez mis en place un mécanisme pour essayer de sécuriser et les témoins, et les plaignants, et vous-même? Moi, je vis chez vous ici en Belgique, mais j'ai eu quelques problèmes. Est-ce que vous aussi, il vous est arrivé d'avoir quelques petits problèmes par rapport à ces dossiers? Alors, je précise deux choses. La première, la vérité, c'est que c'est vrai que j'ai des autorités de police qui m'ont demandé de les alerter s'il y a le moindre problème. Donc, ça c'est vrai. On m'a demandé d'alerter les autorités de police s'il y a le moindre problème. De l'autre côté, je n'ai pas pour habitude de m'angoisser au premier mouvement. Et donc, ça fait des années que je vis avec des gens qui me disent « un jour, tu vas avoir des problèmes parce que tu as... » Je suis m'étonné un peu partout. Voilà, tu fais ça, tu es occupé sur tel dossier difficile, etc. Mais moi, je considère que la première source de la sécurité d'un être humain, surtout dans une position qui est celle que je vis, c'est sa propre discipline de vie. C'est-à-dire ne pas trop sortir, ne pas boire, ne pas aller dans n'importe quel restaurant, fréquenter... Et vos clients, pour eux, vous n'avez pas des craintes? Est-ce qu'ils ne sont pas... Si, j'ai les plus grandes craintes. J'ai beaucoup plus de craintes et beaucoup plus d'angoisse pour mes amis congolais que pour moi. Je pense que si je peux lancer un signal fort, c'est à ce niveau-là. C'est de dire, chacun d'eux, surtout des gens qui aujourd'hui sont secrètement à Lubumbashi, à Kolwezi et au Katanga. Si vous pensez un quart d'instant que je ne reçois pas, jour après jour, des informations précises sur ce qui se passe dans les mines katangaises, vous vous trompez. Vous êtes suffisamment informé, donc vous avez les... Nous avons un réseau, comme toujours. Et j'ai appris que vous avez même un réseau qui vous comptabilise tous les camions qui sortent. Vous savez exactement c'est combien de camions sont sortis, le tonnage, etc. Et les références des camions. Et j'ai reçu... ça, c'est un travail des services de renseignement, ça. C'est des citoyens. Alors, dites-vous aussi une chose, c'est qui est notre force. Et là, vous rejoignez vraiment ce qui fait la noblesse de ce combat, ce qui fait notre force. Mais c'est pas les 10 journalistes qui répercutent les informations que je transmets. Ce qui fait notre force, c'est tous ces petites gens. Une fille qui travaille parfois dans une banque, ou un homme qui travaille dans une banque, qui me donne une copie d'un virement. Une personne qui regarde ce qui se passe au niveau de telle opération. Un parlementaire au conseil provincial qui me transmet une information concernant un circuit avec des cathodes qui part vers l'Angola et qui est contrôlé sur la route de l'Angola. Pratiquement dans la journée, dans la nuit, je reçois les informations. Donc, c'est le réveil citoyen. Et ce réveil citoyen-là, il est inarrêtable. La seule chose que je crains, c'est toujours la même chose, c'est la répression violente localement. Pour les personnes qui sont à l'intérieur. Maître Bernard Menguin, j'ai vu dans ces dossiers certaines contre-offensives du pouvoir. On dit de vous que vous êtes instrumentalisé par Paul Kagame, dont on sait les rapports qui vous lient. Il semble que vous êtes très très proche de M. Kagame, et Kinshasa estime que c'est un peu lui
qui tire les ficelles de tout ça. On sait que vous êtes un fervent défenseur de cadre du régime du Rwanda depuis un peu plus de 20 ans. Est-ce que le Rwanda n'a rien à voir dans ce combat? Est-ce que vous n'êtes pas une arme utilisée dans un contexte de guerre et des conflits entre Kinshasa et Kigali par Paul Kagame pour clouer M. Tshisekedi et sa famille? Est-ce que vous pensez que M. Kagame a la force juridique d'imposer aux organisations syndicales à Kolwezi de me prendre comme avocat? Franchement. Alors, je retourne et je continue votre question. Quand les organisations syndicales sont venues me voir, je leur ai dit, écoutez, c'est un dossier que je trouve vraiment intéressant, mais est-ce que je suis l'homme adéquat pour vous défendre dès lors que je suis avec l'image que l'on me donne, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, d'être proche de M. Kagame. Vous l'assumez, non, cette proximité avec Kagame? J'assume le fait que je défends de façon importante toute une série de dossiers importants qui m'ont été confiés. J'ai Ruth Kamouye, c'est vous. La question de la chute de l'avion, c'est moi. On parlera de ça avec les livres que vous avez publiés, Le cri du Falcon. Je ne nie rien du tout. Je ne nie rien du tout. Quand on parle de Bernard Meguin dans la sous-région, on voit l'image de Paul Kagame. Est-ce que ce n'est pas lui qui tire le ficelle? C'est exactement Mais quelle ça la ficelle? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pensez un quart d'instant que cet homme m'a un jour téléphoné ou m'a convoqué pour me parler de ce dossier? Je vous pose la question. Est-ce que quelqu'un sait combien de fois cet homme m'a rencontré dans ma vie? Je pose la question. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de l'estime. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas de l'estime. J'ai une réelle estime et j'ai un réel... comment dirais-je? Je pense que la sortie du génocide et la route qui a été accomplie après le génocide et la reconstruction du Rwanda est la mise en place d'une certaine logique vertueuse à l'intérieur du Rwanda, dans un contexte d'énormes difficultés avec l'environnement, où la vraie question aujourd'hui, c'est de parvenir à retrouver une situation apaisée, et une vraie situation apaisée, au Nord Kivu, au Sud Kivu, au Maniema, en Ituri, pour que les hommes et les femmes du Congo vivent avec... Et dans cette histoire-là, je suis sûr, écoutez-moi bien, je suis sûr qu'il y a d'immenses cicatrices d'un côté et de l'autre, et qu'un homme responsable, ce que j'espère faire dans mon métier, un homme qui porte une responsabilité de se dire qu'est-ce qu'on fait pour les générations futures. La vraie question, c'est comment on construit l'état de droit, comment on fait de la bonne justice transitionnelle, comment est-ce qu'on permet de retrouver du dialogue. Vous savez, sur les Banyamulenge... On parlera de ça, mais vous saviez quand même que les gens relèveraient vos relations avec Paul Kagame. Évidemment. Et vous l'avez même dit à vos clients, non? À mes clients. Et vous savez quelle a été leur réaction? Vous connaissez leur réaction? Non, quelle était leur réaction? Elle a été double. Ils m'ont dit, Maître Manguin, si les Rwandais prennent un bon avocat, nous, on n'a pas le droit. Et puis, deuxième réaction qu'ils ont dit, de toute façon, celui qui vous attaque, vous, ne répond pas aux propos que nous tenons. Celui qui vous attaque, vous, ne répond pas. Et rappelez-vous que le jour où nous avons eu la conférence de presse de Jean-Pierre Mouteba, le lendemain, il y a eu une campagne très très forte qui a été menée contre moi dans le cadre de cette affaire en disant il a instrumentalisé l'histoire, il a instrumentalisé le dossier. Mais quelle a été la réaction sur la toile, dans les réseaux sociaux? C'était de dire ne tirez pas sur le joueur, jouez le ballon, répondez aux questions qui vous sont posées. Et ça, j'ai trouvé... Et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la population... Non, mais qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Que l'avocat de Ruth Kamouye, l'avocat de toutes les personnes accusées d'avoir tiré sur l'avion Falcon qui transportait à son bord le président Habyarimana en 1994, le 6 avril exactement, l'avocat de tous les proches de Paul Kagame
n'a rien à voir. Que le Rwanda n'était... Les Congolais vous regardent parce que c'est sûr, c'est ça que vos détracteurs vous disent. Kagame et le Rwanda n'ont rien à voir avec tout ça, malgré autant d'éléments de proximité qui vous lient avec ces pays. Est-ce que ça vous gêne que j'ai accepté toutes ces défenses? Est-ce que ça vous gêne? Moi, je pose des questions. Et je vous pose une autre question. Dans un contexte des conflits entre Kinshasa et Kigali, vous vous attaquez comme avocat à la famille de Tshisekedi. On sait qu'il est en conflit. Évidemment, le lien est vite fait que Paul Kagame est derrière vous. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas le même enjeu de se dire, mais dans ce dossier-là, pourquoi on ne se met pas à poser la question pourquoi les Banyamulenge sont venus me voir? Pourquoi les Tutsis du Nord Kivu sont venus me voir? Pourquoi les Emma sont venus me voir? Pourquoi les gens viennent vous voir? Vous pensez parce qu'il y a derrière, vous avez eu un certain nombre de succès avec des clients que vous avez défendus. C'est ça l'enjeu. En fait, c'est assez extraordinaire. Et qu'est-ce qui se passe là derrière? On voudrait me refuser ma spécificité. Et c'est quoi ma spécificité? Laquelle? C'est que moi, j'ai été et au Congo, et au Burundi, et en Ouganda, et au Rwanda. Non, mais vous avez été au Congo, en Ouganda, au Burundi et à Kigali, mais vous n'avez que d'attache pour Kigali. Vous avez eu des problèmes avec Nkurunziza qui vous a porté plainte pour diffamation. Vous avez justifié un certain... Et qui a gagné le procès? Vous avez... et j'ai été accusé de diffamation par une avocate au Luxembourg sur le dossier des faillites des banques néo-zélandaises. On ne me poursuit pas. J'ai défendu un général israélien à Madagascar. On n'en parle pas et on ne dit pas, tiens, tu as des attaches avec Israël. Non, vous avez défendu le général Niambora qui a tenté ses coups d'État au Burundi et qui se trouve aujourd'hui à Kigali. Les liens trouvés, Maître Meguin. On a vraiment l'impression que le Rwanda et Kagame restent quand même la plaque tournante de ce que vous faites dans cette sous-région-là. Hein. Oui, c'est ça le problème. Écoutez, vous le jugez comme vous le souhaitez. Non, mais je ne juge pas. Moi, je pose des questions, Maître. Moi, je pense que vous ne pouvez pas m'empêcher d'être qui je suis avec mon histoire d'avocat. Je pense que c'est le droit à tout moment, de chacun de mes clients, au Katanga, les Banyamulenge, les gens en Ituri, les gens en Nord Kivu, de dire on arrête avec Bernard Maingain. C'est leur droit. Je suis révocable à Noutom sur tous mes mandats. Et vous voudriez que dans cette circonstance-là, tout d'un coup, je sois dans une situation d'articulation permanente avec une personne que je ne... Posez-vous la question, combien de fois je vois cette personne? Ce qui ne veut pas dire que je vois beaucoup de dirigeants. Vous l'avez jamais vu, Paul Kagame? Vous n'avez jamais rencontré M. Paul Kagame? À votre avis, combien de fois? Je ne sais pas. C'est la question que je pose. Je vous pose la question. Vous l'avez jamais rencontré? Je pense que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie. Parce que déjà à l'époque... Je vais vous dire, je pense que j'ai rencontré 2 fois dans ma vie. 2 fois. Vous m'entendez? 2 fois. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que je ne vois jamais des dirigeants congolais? Est-ce que vous croyez à quart d'instant que je n'ai pas énormément d'amis du côté quinois qui viennent me voir, qui viennent me parler, qui viennent me donner un certain nombre de détails, d'informations? Est-ce que vous croyez que je n'ai jamais de contact avec des amis à Bujumbura aujourd'hui qui m'appellent? Donc ce débat, en fait, c'est un débat où on aimerait tellement opposer et que je sois le symbole de l'opposition entre le Rwanda et le Congo, et que je porte cette opposition. Moi, je ne porte pas ça. Non, mais le débat, c'est pas ça, maître. Le débat, c'est qu'on a l'impression que toutes les personnes qui sont aux antipodes, en contradiction avec M. Kagame, quand il faut les défendre, c'est toujours Bernard Maingain. À un moment donné, Nkurunziza en 2015, quand il a des problèmes et qu'il échappe à un coup d'État, vous êtes là pour défendre les putschistes. Vous diffusez même les images
pour lesquels les Burundi disent que ça s'est passé au Nigeria. Vous passez sur France 24 ou sur TF1, alors, vous dites que Kouriza a tué les gens. Le problème, c'est celui-là. Pourquoi chaque fois qu'il y a des gens qui paraissent comme des opposants de Paul Kagame, qui ont maille à partir avec la justice, c'est toujours Bernard Méguin qui est là. C'est ça la question. Je vous pose la question. Regardez 2015. Vous parlez du Burundi. Est-ce que vous savez que les dirigeants CNDD, FDD et rwandais avaient de très bonnes relations? Et que l'opposition au troisième mandat de M. Nkurunziza, cette opposition au troisième mandat était le fait de la jeunesse burundaise. De la jeunesse burundaise. Et que c'était lié aux accords d'Arusha, qui inscrivaient noir sur blanc les enjeux de ce dossier. Est-ce que vous savez que les juristes burundais sont venus me voir pour me demander mon aide au niveau juridique? Lorsque le vice-président de la Cour suprême a fui le Burundi, ça n'avait rien à voir avec comment dirais-je, ce qu'on appelle le coup d'État. C'est lorsque le vice-président de la Cour suprême a fui le Burundi, il est venu me raconter toutes les pressions qu'il avait subies à la Cour suprême et toutes les menaces de mort qui avaient été les siennes. J'ai encore son témoignage dans mon bureau d'un homme courageux pour faire respecter l'état de droit. La jeunesse burundaise était très engagée dans ce dossier. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un mouvement militaire qui se déroule. Et quand ce mouvement militaire a lieu, vous connaissez l'histoire, c'est-à-dire que le ministre de la Défense, qui avait négocié pour participer à ce putsch, est racheté en fait par Adolphe Nshimirimana et change de camp. Et à ce moment-là, le chef d'état-major revient en arrière. Tout ça, ce sont des récits que j'ai reçus de la population, des militaires locaux, donc de beaucoup de monde, par des gens qui n'avaient qu'un souci, c'était l'organisation d'une vie démocratique. Et qu'est-ce qui va se passer dans une situation comme celle-là? C'est qu'à un moment donné, après ça, Quand on est ami à Paul Kagame, qui lui a changé la constitution pour rester jusqu'en 2034, 2000 et quelques, qu'on évoque la démocratie. C'est comme ça que vos détracteurs disent, ça dépend, les valeurs, ça dépend de quand, apparemment avec Méguin. Quand c'est à l'autre côté, on exige des valeurs, quand c'est Luanda, on essaye d'être un peu plus gentil. Alors, est-ce que vous pensez que si je suis... Imaginez que demain, je défende une communauté Banyamulenge, et que les Banyamulenge commettent des erreurs. Est-ce que déontologiquement, j'ai le droit de les accuser? Si demain, mes amis Katanga commettent des erreurs, est-ce que c'est la fonction de l'avocat d'accuser les gens? Si après-demain, je prends une défense de dirigeants rwandais, est-ce qu'après-demain, je dois commencer à venir sur les plateaux, donner des leçons sur ce qu'est la démocratie ou pas la démocratie? Ce n'est pas mon métier. Moi, j'ai accepté une défense en justice. Mon contrat est un contrat judiciaire. Et dans l'exercice de mon contrat judiciaire, je l'exerce loyalement et jusqu'au bout. Vous prenez le problème de la chute de l'avion. Mais justement, la chute de l'avion, vous avez écrit un ouvrage, Le cri du Falcon. En préparant cette émission, j'ai lu cet ouvrage. C'est pratiquement un réquisitoire dénonçant une sorte de manipulation judiciaire d'État. C'est comme ça que vous l'appelez. Bon. C'est le cas. Vous parlez d'un crime judiciaire, vous comparez l'affaire Falcon à l'affaire Dreyfus. Maître, vous êtes allé un peu plus loin dans votre défense. Vous aimez tellement le Rwanda et les proches de Paul Kagame. Absolument. Que vous avez vraiment trouvé le mot pour le dire et pour le faire. Hein. Donc pour vous, des gens qui ont été accusés d'abattre ces Falcons-là n'ont rien à voir. Vous dites qu'il s'agit d'un crime judiciaire d'État. Mais écoutez, si vous lisez le livre, qui est de lecture qui n'est pas aisée, tout le monde me l'a dit. Pourquoi est-ce que je l'ai écrit? Je l'ai écrit parce que je voulais aller jusqu'au bout de la recherche de la vérité et qu'il y ait une trace essentielle qui soit laissée à tout le monde concernant le travail que j'ai accompli.
Est-ce que vous trouvez normal? Je vous donne 2-3 exemples. Est-ce que vous trouvez normal dans une procédure judiciaire comme celle concernant l'attentat, qu'à un moment donné, la personne qui fait le travail de traduction dans le processus, cette personne-là s'appelle Fabien Singaye, c'est le beau-fils du financier du génocide, c'est un espion qui a été interpellé en Suisse et qui a été expulsé de Suisse au moment des événements et qui travaille comme collaborateur avec M. Baril et qui devient présent dans le dossier comme traducteur et que l'on le cache au magistrat instructeur qui est en charge du dossier. C'est nous qui avons révélé ça. Est-ce que vous trouvez normal que l'enquêteur principal, qui doit enquêter à charge et à décharge, soit la personne qui, à un moment donné, dans le cadre du dossier, recommande à des autorités extérieures de prendre une personne en protection en préjugeant du sort du dossier alors que l'affaire est toujours à l'instruction? Est-ce que vous trouvez normal que le juge d'instruction refuse de faire une reconstitution sur place, ce que le juge d'instruction suivant fait avec une équipe d'experts? Vous parlez du juge Bouguer qui a refusé de faire ça. Voilà. Et après, vous avez une équipe d'enquêteurs exceptionnels qui vient sur place. Je l'ai dit d'ailleurs, je pensais, quand ils sont arrivés, je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je ne savais pas quelle était la façon. Est-ce qu'il y avait une infiltration par des services? Enfin, toutes les possibilités existaient. Et que ces gens-là arrivent à la conclusion nette et précise que le tir n'a jamais lieu depuis Masaka, mais qu'il a lieu de façon très précise en un endroit bien ciblé qui s'appelle le lieu dit le cimetière ou dans une zone de 300-400 mètres autour du lieu dit le cimetière dans le camp Kanombe. C'est-à-dire le camp où se trouve une des gardes les plus extrémistes du régime en cours. Ça, ce sont des faits qui sont dans le dossier. Et je peux vous en donner des tas comme ça. Et à la sortie de tout ce travail d'investigation, qu'est-ce que je fais? Je gagne, nous gagnons, nous avons un non-lieu flagrant qui dit qu'il n'y a pas le moindre indice. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, on en a souvent parlé avec mon ami Lev Forster, si cette affaire avait été en cour d'assises et que le scandale du dossier était apparu publiquement, ça aurait été encore pire. On sait pourquoi l'affaire a été vraiment clôturée. Mais on a obtenu un non-lieu clair, net et précis. Et malgré le non-lieu, malgré les rapports d'expertise, malgré les tricheries manifestes dans le dossier, on continuait à avoir des gens qui tenaient des discours contraires à ça, dont le modèle est M. Onana. Ah, justement. Voilà. Ben, qui tient, et qui, comme par hasard, est récupéré à un moment donné, à partir du moment où les relations deviennent très tendues entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, il est récupéré et il vient faire des conférences au Congo. Il diffuse des livres qui font l'objet d'une publicité dont je me demande comment et qui finance une publicité pareille pour ses ouvrages au niveau J'en ai quelques-uns ici. Ben voilà. Voilà. J'en ai quelques-uns dans ma petite bibliothèque ici, Holocauste au Congo. Il remet pratiquement en cause certaines thèses que vous évoquez dans Le Cri du Falcon. J'ai un autre livre d'Onana, les deux que j'ai déjà fini à lire. Le Rwanda, la vérité sur l'opération turquoise, où Onana met en cause M. Paul Kagame et tous ces hommes, parce que vous avez cité Onana. C'est des ouvrages que j'ai ici. Est-ce que cette personne a été une seule fois dans la région des Grands Lacs? Est-ce qu'il a une seule fois été à l'écoute des gens dans la région des Grands Lacs? C'est quand même pas rien comme question. Hein. Ah, vous estimez qu'il dit des choses alors qu'il n'a jamais été là-bas, quoi? Mais écoutez, c'est la même chose. Quel est celui qu'il considère comme son père spirituel? Pierre Péan.
Est-ce que vous avez lu le livre de Pierre Péan, Noir flûteur, blanc menteur? Non, non, ça je ne l'ai pas lu. Hein. Alors je vous le recommande. Je venais plutôt de lire dernièrement ici ses écrits contre Colette Brackman dans l'affaire de Rwanda Classified. Quand Colette Brackman dit que lui, on l'a obligé à en parler, j'ai vu la sortie assez importante. Donc, en clair, vous ne faites que votre travail d'avocat. Mais je vais quand même ouvrir une parenthèse. Je ne sais pas si vous allez me suivre dans cette parenthèse. C'est un peu une parenthèse politique de la situation. Mais vous avez raison de poser la question. Comme ça permet de clarifier les choses. La question politique, on sait qu'il y a la guerre entre le Congo et dans la partie est du Congo. Tous les rapports des Nations Unies sont unanimes aujourd'hui que l'AFCM 23 a le soutien du Rwanda. Le tout dernier rapport de l'ONU parle de 6 à 7 000 soldats rwandais qui se trouvent aujourd'hui au Congo. Quelle est votre position? Vous pensez que Kagame a raison d'envoyer ses hommes dans cette partie du pays? Est-ce que vous pensez que, comme Tshisekedi l'a dit et les autres... On revient à la question que vous avez posée. Est-ce que vous pensez que moi, Bernard Minguin, avocat à Bruxelles, je suis une sorte de juge de ce qui se passe dans la région des Grands Lacs? Non, mais je ne vous demande pas de juger, je demande juste un avis. Hein. Ce que je constate, c'est que dans les accords de Washington, on a mentionné clairement l'organisation de mesures défensives d'un côté, et de l'autre, on a mentionné la problématique de FDLR. Et que dans les accords de Washington, on a prévu un apaisement de la situation avec la fin des mesures défensives et en même temps la fin de l'activité des FDLR. Alors, si ça peut vous intéresser, avec notre collectif d'avocats, nous avons enquêté de façon assez importante sur les FDLR et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les preuves sont établies sur les livraisons d'armes au bénéfice des FDLR, sur la façon avec laquelle on les réimplante ou on les réinsère, parfois même sous de fausses identités ou sous de fausses appellations à l'intérieur de la structure de guerre sur place. Je peux vous dire que dans la formation des FDLR, il y a l'obligation de tuer les Tutsis lorsqu'ils sont... Donc vous confirmez qu'aujourd'hui, l'armée de M. Tshisekedi utilise bel et bien les FDLR? Ah mais ça, je vais travailler à l'établissement d'un rapport pour la Cour pénale internationale à ce sujet. Parce que... La collaboration entre le Kinshasa et les FDLR? Mais ça, c'est une réalité que je me permets de porter à l'attention du public, clairement. Et qui... Vous savez, l'histoire des peuples, on ne fait jamais attention suffisamment aux détails. Lorsque M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir dans les conditions que vous connaissez historiquement, lorsque M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir, quelque temps plus tard, moi, j'étais sollicité par la communauté Banyamulenge. Et sollicité par la communauté Banyamulenge, qu'est-ce que je faisais? Je prenais contact avec Kinshasa et je venais pour proposer toute une réflexion sur l'apaisement dans la région, réouvrir du dialogue entre les communautés, pas avec des experts qui viennent du monde entier, désignés avec des gros budgets. Non, un dialogue intracommunautaire, de village en village, de chef à chef, de famille à famille, parce que vous savez que l'origine de tout ça, c'est aussi la pauvreté, c'est le partage, c'est les cheptels, c'est les pâturages, c'est la façon avec laquelle on vit, comment est-ce qu'on règle les conflits. Ça, c'est l'enjeu de la vie quotidienne pour la région, pour les Banyamulenge et pour leurs voisins, et ils ont vécu. Maître Bernard Minguin, parlons un peu de cette affaire des Tutsis. Vous êtes avocat de cette communauté, et ces derniers temps, moi j'ai l'habitude de vous lire, je vous dis d'ailleurs merci, parce que vous m'envoyez très souvent vos communiqués, vous alertez sur une préparation ou même une exécution d'un génocide
Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a un génocide qui est soit en préparation ou en train d'être perpétré dans l'Est de la République contre les Tutsis congolais? Alors, nous devons d'abord être très modérés, très prudents sur l'utilisation des mots. Par contre, qu'est-ce que je vois? Je vois trois choses, moi, depuis les consultations que j'ai eues. D'abord, le processus d'épuration ethnique concernant les Banyamulenge est pour moi une réalité. Ils vivent une épuration ethnique à l'heure où nous parlons. Ils vivent depuis des années une épuration ethnique. Entre ce qu'était leur communauté il y a 15-20 ans et ce qui sont aujourd'hui sur leur montagne ou sur leur colline aujourd'hui. Les collines de Minembwe là-bas. Voilà, c'est le jour et la nuit. J'ai des récits, vous ne pouvez pas... Vous savez qu'il y a eu... Des récits ou des preuves? Parce que là aussi... Non, alors, j'aime beaucoup ce que vous dites parce que les rapports d'experts ne citent pas leurs sources et citent simplement de dire « il nous revient que » ou « selon une source A ou une source B, voilà ce qui s'est passé », sans apporter de preuves. L'avocat ne peut pas se contenter de ça. Dans tous mes dossiers, j'ai des auditions vidéofilmées des victimes et de leurs familles. J'ai des mandats de représentation judiciaire et des récits. Par contre, et vous avez raison de le dire, si on fait un travail de professionnel dans cette matière, on doit aller dans une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'il faut une enquête menée par des services de police sous autorité de justice pour enregistrer les témoignages et rapporter la preuve de la convergence des témoignages et des éléments de preuve pour rapporter la preuve d'un fait au-delà de tout doute raisonnable. Je vous donne un exemple. Lorsque ce malheureux Banyamulenge s'est fait assassiner, je crois que c'est à Kalima ou Kadima, et qu'on a mangé de la chair humaine publiquement. Nous avons tout le dossier. Nous avons l'identité de la personne, l'identité des tueurs, nous avons le récit, les circonstances de temps, de lieu, les vidéos, nous avons tout. Est-ce qu'il y a eu une seule enquête? Est-ce qu'on est passé du stade des éléments de preuve amenés par un avocat qui n'est jamais qu'un auxiliaire de justice, au stade d'une enquête judiciaire dans les règles de l'art qui amène un procès devant les juges? Non. Ce travail-là, il doit être fait. Non, mais vous parlez de ce travail, maître. Moi, ce que je veux savoir, quelle est exactement aujourd'hui la situation des Banyamulenge? Vous parlez d'une épuration. Est-ce que c'est une œuvre de l'État ou plutôt c'est une œuvre d'autres communautés? Sommes-nous en face d'un problème communautaire ou sommes-nous en face d'un problème étatique, d'un crime d'État? Aujourd'hui, j'estime que c'est un crime d'État. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne pense pas que c'est les voisins Babembe qui envoient des drones et qui détruisent les villages. Je ne pense pas que c'est les voisins Babembe qui bombardent. Je ne pense pas que c'est les voisins qui envoient des drones sur les hôpitaux. Aujourd'hui, alors il y a quelque chose de quand même incroyable dans cette affaire. C'est que, rappelez-vous, la façon avec laquelle les États-Unis ont exprimé leur volonté que l'on respecte les accords de Washington et que les troupes du M23 qui étaient arrivées à Uvira se retirent d'Uvira. Vous vous souvenez de ça? Bon, ça, c'est une réalité. Et en même temps, ce qui était l'accord, c'était le cessez-le-feu complet. Donc, les populations civiles de Minembwe, qu'elles aspirent ou qu'elles n'aspirent pas à la présence du M23, en tout cas, les populations civiles de Minembwe avaient le droit inaliénable à vivre dans un cessez-le-feu pacifique
après le retrait des troupes, sans aucune dérive, eh bien ce droit-là leur a été refusé. Les bombardements ont continué, les attaques ont continué. Tshisekedi a mis en place un plan d'épuration, d'élimination des Banyamulenge. Mais qu'est-ce qui Parce se que passe? vous parlez des crises de l'État, donc c'est Tshisekedi qui est à la base de ça. Mais qu'est-ce qui se passe pour l'instant? La caméra est là. Vous accusez le président du Congo, non, M. je n'accuse Tshisekedi. pas le président. Vous accusez l'État congolais de mener. J'accuse l'État congolais de mener une campagne de destruction massive des populations civiles à Minembwe. La question des responsabilités... Des quoi? Des parleurs races parce qu'ils sont Tutsis ou c'est des populations qui se retrouvent prises entre deux feux? C'est une zone de guerre, Maître Bernard Méguin. Mais il y a cessez-le-feu. Il y a cessez-le-feu signé entre les partis, que l'on veut faire respecter, que les autorités de part et d'autre veulent faire respecter. Et vous avez une population civile. C'est du droit de la guerre, ça? Est-ce que c'est du droit de la guerre qu'une population civile se fasse bombarder publiquement? Est-ce que vous pensez que c'est ça, un conflit armé, entre deux armées? Et que ça, c'est normal? Que, de façon tout à fait libre et sans problème, parce qu'on veut avancer sur un bout de territoire, d'abord on rase. Et on rase les populations. Et les gens souffrent. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Je vais vous le dire, ces populations m'ont mandaté et on va déposer une plainte à la Cour pénale internationale. On ne va pas laisser faire. C'est trop grave. Les populations civiles, et vous savez, vous m'avez posé la question des intérêts. Moi, je n'ai pas de problème qu'il y ait des gens qui défendent d'autres intérêts et qui portent aussi des faits. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens qui m'ont donné mandat, ces malheureux Banyamulenge, sont venus me voir, il y a des années, que la première démarche que nous avons faite à l'époque, c'est une démarche de pacification. C'est une démarche de dialogue. C'est une démarche pour faire un rapprochement entre les communautés locales, pour se parler, pour reconstruire. Et il faudra peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il faudra éduquer les enfants. Il faudra que les enfants jouent dans les mêmes écoles, que les enfants se parlent. C'est ça l'avenir. Eh bien, cette démarche-là a échoué. Et depuis lors, mais vous l'avez vu, les discours de haine ont fait florès. Le nombre de discours de haine, mais moi je suis effrayé. Et les gens continuent à tenir les discours de haine. Le président Tshisekedi est le premier qui tient un discours constructif. Il a dit ici, en Belgique, je crois, ou à Londres, que les Banyamulenge étaient bel et bien congolais. Comment on peut accuser un homme comme ça, qui est à la tête de l'État, de pouvoir organiser une épuration, alors que lui, il est le premier à dire aux Congolais, les Banyamulenge sont vos frères? Vous voulez toujours réduire mon travail à une sorte de travail où j'attaque M. Tshisekedi. Non, mais l'État aujourd'hui est incarné par M. Tshisekedi. C'est lui le garant des bons fonctionnements des institutions. On ne peut pas parler État congolais aujourd'hui sans évoquer M. Tshisekedi. Alors, je vous pose la question. Qui dirige l'armée congolaise? Le commandant suprême, c'est M. Tshisekedi. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on donne des instructions pour envoyer des drones et détruire des villages et des foyers? Non, mais on dit à Kinshasa que vous en faites un peu de trop. Les Banyamulenge sont trop plaintifs. Je relaie les commentaires que j'entends à Kinshasa. Ils veulent avoir un traitement particulier, un traitement spécifique. Les mêmes drones bombardent à Rubaya. Kabila, sa maison a été bombardée à Goma. Les gens de Goma n'ont pas dit « nous, on veut nous tuer ». Il y a une humanitaire française qui a été tuée par drone à Goma. Et les gens de Goma n'ont pas dit « pourquoi les Banyamulenge ?» Ça, c'est les reproches qu'on vous fait. Vous, leurs représentants, vous, leurs défenseurs, et même à eux-mêmes, ils vivent dans un pays, mais ils veulent avoir un traitement particulier, différent des autres. Monsieur Méguin, le Congo a 450 tribus et ethnies. Nous sommes 450. Pourquoi tout le monde? C'est la question qu'on pose à Kinshasa. Il y a aujourd'hui des assassinats, des morts entre les Pygmées et les Bantous dans le Tanganyika. On ne crie pas à ça. Pourquoi eux veulent avoir un traitement particulier? C'est ce qui cultive un peu cette haine et ces interrogations au pays. Je vais vous donner 2 éléments fondamentaux de réponse. Est-ce que vous connaissez une seule communauté au sein de la société congolaise qui subissent des discours de haine et des discours d'exclusion et de racialisation au niveau de celui vécu
aujourd'hui par les Banyamulenge ou par les Tutsis. Mais je vais plus loin. Je vais vous dire quel est le danger. C'est que, en acceptant ça, demain, le même discours anti-swahiliphone est en train de naître et de se déployer. Et après-demain, vous aurez peut-être un autre discours contre une autre communauté. Parce que la tribalisation, comme on utilise ce mot parfois, et donc la segmentation des communautés humaines, la division que l'on crée, si on est capable de dire ça pour cette communauté-là, on permettra de le dire plus tard ailleurs. Ce qui est en jeu derrière ça, c'est une certaine idée de l'universalisme africain. C'est une certaine idée de ce que c'est qu'une personne africaine. Et donc, il ne faut pas aborder cette problématique avec légèreté en disant « Oh, il se victimise ». Ce n'est pas vrai. Il y a une réalité, ces discours de haine, cette façon de les exclure de la nationalité, c'est de leur dire je vous chasse de vos terres, je vous renvoie chez vous au Rwanda. Et entre nous, il y a des extrémistes du FDLR qui disent après, de toute façon, nous, on va revenir et on va aussi réussir nos projets. Donc tout ça, on le sait quand même. Soyons réalistes. On sait que l'impasse idéologique de ce discours est terrible. Et donc, première chose, ayons le courage de reconnaître l'endroit où ça se passe. Et deuxième chose, une fois qu'on a eu le courage de reconnaître l'endroit où ça se passe, ayons le courage d'une étape suivante. C'est de dire que cette façon de faire là, demain, si elle se propage, elle va porter atteinte à des valeurs essentielles de vivre ensemble qui ne concerneront pas seulement les Tutsis, qui ne concerneront pas seulement les Banyamulenge, mais qui vont concerner demain les Katangais, les Baluba, après-demain, etc. Et est-ce que c'est ça le Congo? Alors là, moi, je parle non pas, même pas en politique, parce que je vais vous dire, la pire des choses que je trouve, c'est que nous estimons devoir porter le travail que le peuple africain et les peuples d'Afrique mènent, qui est un travail d'accouchement d'une société africaine à la mesure de l'attente des générations futures. Mais, donc mon enjeu n'est pas là. Mon enjeu, c'est de dire, mais ces valeurs essentielles de droit qui ont été inscrites par la communauté internationale et qui sont inscrites dans tous les grands traités du monde, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit les mettre effectivement en œuvre? J'ai dit un jour dans une conférence, après la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, nous avons connu la société de la Déclaration des droits. Les grandes déclarations de droits humains, les conventions européennes des droits de l'homme, la Convention interaméricaine des droits de l'homme, la Convention africaine, etc. Le XXIe siècle sera celui de l'effectivité de ces droits ou ne le sera pas. Ce qui est en jeu derrière ce dossier qui vous paraît être le dossier d'une petite communauté qui se prétend mal aimée, c'est en réalité l'effectivité des droits fondamentaux et du vivre ensemble. Si on réussit ça, si moi comme homme, avocat, qui regarde ces traités qui ont été adoptés par nos pères fondateurs, je peux dire, je mets une petite pierre, je ne suis rien d'autre. Vous savez, les juristes, il n'y a pas de narcissisme, parce qu'on ne fait pas de politique, on n'est rien en fait. Mais si on peut être les bâtisseurs d'une cathédrale de bien vivre ensemble, avec toutes ces valeurs qui ont été construites par les sociétés humaines, basées sur toutes les souffrances des communautés à travers le monde, alors on aura fait un petit pas en avant.
C'est ça le message. Allez, que faire pour bâtir justement cette cathédrale? Il y en a qui disent peut-être qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de créer un pays, une sorte, ce qu'ils appellent Tutsi-land, un pays qui abritera les Tutsis. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la question de l'autodétermination, que certains, Banyamulenge même aussi, en coulisses, commencent à évoquer, est la meilleure solution? Quel est votre appel? Quel est votre message? Qu'est-ce qu'il faut faire pour finalement résoudre ces problèmes? Alors, je vais vous donner, par rapport au Tutsi-land, je connais la problématique, puisque vous avez un ancien ministre français des Affaires étrangères qui l'a promu après le génocide. Deux éléments de réponse. La première vient de celui qui fut mon mentor. Tout son combat, c'était l'inverse. Tout son combat, c'était de permettre à des enfants Hutus et Tutsis de vivre ensemble et heureux. De jouer dans la même cour. Dans la même cour. Et je peux même vous raconter une très belle histoire à ce sujet-là. Et le deuxième élément, les gens ne savent pas ça. Après le génocide en 1994, il y a eu des militaires FPR qui se disaient, au fond, est-ce que ce ne serait pas bien de créer un Tutsi-land? Vous savez qui a été opposé à ça? Celui dont vous m'accusez d'être l'ami. Paul Kagame. Il a dit, nous avons été ensemble depuis des siècles. Est-ce que nous ne sommes pas capables, aujourd'hui, à travers cette tragédie, de reconstruire quelque chose pour continuer à vivre ensemble comme nous l'avons toujours été depuis des siècles? C'est ça l'enjeu. Et donc moi, je ne me résoudrai jamais à l'apartheid. Jamais. C'est encore possible. Je pense tout à fait. C'est encore possible de reconstruire, c'est encore possible de... Vous voulez que je vous raconte une histoire? Allez-y, allez-y. Mon mentor a une maison à Gisenyi, face au lac Kivu. Et un membre de sa famille, son fils, en a fait un petit restaurant. Et j'étais de passage là, je m'arrête, et bon, on commence à discuter, etc. Et les jeunes viennent s'asseoir près de moi. Et on discute de la région, de la façon avec laquelle les choses se passent, si ça se passe bien, si ça se passe mal, etc. Et il y avait là 2-3 garçons, 2-3 filles, tout le monde. Puis, on vient me voir et on me glisse à l'oreille, mais tu sais avec qui tu parles? Je dis non, je ne sais pas. Eh bien, figure-toi que là, ce sont des anciens FDLR qui sont rentrés et qui font les gardiennages dans la région. Et là, ce sont des jeunes réfugiés, Tutsis, qui ont trouvé du travail. Et nous étions tous ensemble. Vous avez trouvé l'image belle, donc vous rêvez d'un minimum de cette nature-là. Je n'abandonnerai jamais dans ma vie l'idéal de nos pères. Moi, j'ai été éduqué, enfant, sur le partage des biens. Chaque être humain qui vient sur Terre a droit à avoir un minimum de bien-être pour la traversée de sa vie. Et s'il y a des richesses qui naissent de l'activité humaine, elles doivent être justement réparties. Je ne renoncerai jamais à ce combat. Je ne renoncerai jamais à un combat de fraternité humaine. Chez nous, il y a eu des mineurs italiens. Ils ont aussi bien travaillé avec les mineurs belges. Il y a eu des réfugiés politiques polonais. Ils ont eu une dignité incroyable. Aujourd'hui, dans ma ville, à Bruxelles, il y a des enfants qui viennent du Maroc, de Tunisie ou de Syrie. Ils sont magnifiques. Cet idéal-là, je l'ai retrouvé chez mes frères africains. Je n'ai pas retrouvé autre chose. J'en ai parfois discuté avec des amis katangais qui m'ont dit, tu sais Bernard, il faut qu'on pense beaucoup, parce que quoi qu'il arrive, il y a eu tellement de souffrances, il ne faut pas que
le désir de revanche vis-à-vis de nos amis casséens l'emporte sur notre solidarité radicale. Entre quoi? Entre des pauvres du Kasaï et des pauvres du Katanga. J'ai croisé des jeunes Hutus qui me disent qu'est-ce qui est mon enjeu à moi? Mais c'est que ma famille s'améliore, que je puisse faire l'éducation de mes enfants, que je puisse envoyer aussi mes enfants à l'université, qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'on ne compte pas 3 Hutus contre 2 Tutsis. Ça m'a toujours frappé, c'est comme chez les Belges, les quatre linguistiques, quoi. Il faut 60% d'un tel, 40% de l'autre. Et c'est pas ça la vie. La vie, c'est que le meilleur enfant qui donne le plus à sa communauté humaine puisse se déployer au service des siens. Et vous n'allez jamais, jamais m'empêcher de lutter pour ça. C'est pas et ne vous trompez pas, ce n'est pas une lutte d'un rêveur, c'est la lutte d'un réaliste qui plonge sa main dans le feu de ce que c'est qu'une guerre et de ses atrocités et qui voudrait que ça prenne fin, ou en tout cas que ça s'atténue progressivement. Et s'il y a des hommes et des femmes de bonne volonté, et je suis sûr qu'il y en a au Congo, moi j'en ai croisé. J'ai croisé des Congolais qui ne demandent pas mieux que de reparler avec des Rwandais. J'ai croisé des Rwandais qui ne demandent pas mieux que de parler avec des Congolais. Et j'ai croisé des Hutus et des Tutsis qui se parlent, qui veulent le bien pour le pays. Et le problème n'est pas qui a le pouvoir, qui n'a pas le pouvoir. Le problème, c'est d'abord le développement économique et social, construire les routes, faire améliorer, amener de l'électricité dans les villages, donner, arrêter de tuer les animaux, les troupeaux. Et ça, c'est notre enjeu. C'est vraiment notre enjeu. Et derrière ça, c'est vrai, il y a ces grands débats que j'ai eu l'honneur de porter, mais qui ont beaucoup de sens. Le débat sur les Banyamulenge, si on envoie des drones, si M. Éric Prince, mercenaire, avec les siens, pense qu'il est au-dessus des conventions internationales sur le mercenariat et qu'il peut librement faire envoyer des drones pour détruire des maisons de population civile et des hôpitaux, eh bien, il me nous trouvera sur sa route. Et moi, je n'ai pas de moyens, j'ai pas d'armes, j'ai rien, je n'ai que du droit et une plume. Mais je n'arrêterai jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est donc avec ces messages d'espoir et ces dévouements à ces combats, Maître Bernard Méguin, que nous allons arrêter cette émission. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Hein. C'est moi qui vous remercie. Et force à vous pour tous ces combats que vous menez pour une société juste, une société des droits que nous espérons nous tous voir apparaître et dans l'Est du Congo et partout dans le monde. Merci beaucoup, Maître. Merci à vous et merci de votre accueil. Allez. Madame, Monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle que ce soir, notre invité, c'était donc Bernard Méguin, qui est avocat au barreau de Bruxelles, un caïman, comme on l'appelle bien dans le milieu des barreaux. Il est avocat des syndicalistes katangais. Il est aussi avocat de la communauté Banyamulenge, des Tutsis, donc, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Avec lui, on a analysé ces grandes questions. Que la paix habite vos âmes et que l'harmonie et la concorde soient notre partage à nous tous. Bonsoir et merci de nous avoir suivis. À la prochaine.